думаю, що нас партнери можуть підтримати, але ми пропонуємо русским. Avant, quand il disait quelque chose comme ça, Macron et Stammer tweetaient tout de suite après pour dire que nous soutenons. Est-ce que vous les avez attendus soutenir? Il est tout seul. La tentative de frapper nos aérodromes stratégiques n'est pas seulement un acte terroriste du régime national de Kiev. La preuve tangible, ils ont définitivement perdu la peur, la raison et l'instinct de survie. Tout cela n'est pas sans la participation de ces salauds occidentaux. I'm kind of a born optimist that I hopefully we can get to a position because the deaths are horrendous, the violence is horrendous, and you want to kind of cut back on that. And I'm telling you, the risk levels are going way up. I mean, what happened this weekend, people have to understand in the national security space, when you attack an opponent's part of their national survival system, which is their triad, the nuclear triad, that means your risk level goes up because you don't know what the other side's going to do. You're not sure. Ce banquier de Wall Street vient de réaliser un buyout à balles réelles, un deal historique, un LBO pas comme les autres, un LBO pour racheter l'Ukraine. Son nom, Scott Bessent, le nouveau secrétaire au Trésor de Donald Trump. Autrement dit, le boss de l'économie américaine. Nouvel appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump, 1h15 d'échange avec l'Ukraine comme point d'orgue. Ce fut une bonne conversation, mais pas une conversation qui mènera à une paix immédiate. Le président Poutine a déclaré, avec beaucoup de fermeté, qu'il devra répondre à la récente attaque contre les aérodromes. Le Kremlin de... Voilà la réalité que désormais qui fait trembler tout l'Occident. Et là, je vous ai mis un résumé de France 24, mais je veux aussi que nous écoutions Donald Trump le déclarer lui-même, pour montrer que là, nous sommes rentrés dans une zone où les Européens ont vraiment peur, parce que c'est eux qui sont derrière l'Ukraine, on le sait. Et les États-Unis, eux, sont déjà en train de se retirer. He actually told me, I made it very clear. He said, we have no choice but to attack based on that, and it's probably not going to be pretty. I don't like it. I said, don't do it. You shouldn't do it. You should stop it. But again, there's a lot of hatred, and you know. Voilà. Donc, ici, quand on combine les actions de Marco Rubio, qui est ministre des Affaires étrangères, la distanciation de Hetzek du groupe de soutien à l'Ukraine ou du groupe de soutien d'armement à l'Ukraine, quand on voit la conversation ou le résumé de la conversation de Trump et de Poutine, Trump qui vous dit, bon, ils vont riposter, ça va être pas bon, j'ai essayé de dire que non, mais bon, l'Ukraine a fait ce qu'il avait à faire et c'est son problème. Ben, vous comprenez pourquoi Zelensky commence à avoir peur. Et maintenant, on va finir la présentation de ce que France 24 a voulu nous présenter de la conversation de Trump et de Vladimir Poutine. De son côté, qualifie la conversation de positive et productive et déclare que les deux hommes vont rester en contact permanent. Un changement de ton après des tensions fin mai, quand suite à une série d'attaques meurtrières en Ukraine, Donald Trump avait déclaré que Vladimir Poutine devenait complètement fou. Et donc ici, en fait, l'Occident se fait toujours avoir. Eux, ils sont tellement désespérés à l'idée d'avoir le soutien américain, parce que je rappelle qu'à chaque fois qu'ils envisagent quelque chose pour l'Ukraine, ils veulent toujours que ça soit garanti par les Américains, parce qu'ils savent qu'eux, ils ne peuvent rien garantir. Ils n'ont pas le niveau de la Russie. Et donc, à chaque fois que Donald Trump dit un truc par rapport à la Russie, et ils s'empressent de croire qu'il va se passer quelque chose. Là que la Russie est déterminée à venger ce qui s'est passé, vous avez vu Donald Trump, il a rien dit. Il a dit ils vont se faire taper et c'est leur problème. Mais vous voyez bien que maintenant, les Européens n'ont aucune influence. Parce que là, il est où Macron? Il est où Merz? Il est où, comment il s'appelle l'anglais? Stammer. On ne les attend pas. Ni commenter qu'ils sont fiers de ce que l'Ukraine a fait ou de je ne sais pas quoi, comme ils font d'habitude.
Ils ne veulent surtout pas être mêlés à cela parce qu'ils savent bien que là, on est rentré dans une zone compliquée. Et surtout que maintenant, les États-Unis, eux, ont dit que voilà, ils vont se faire taper et c'est bien pour eux. Ils n'avaient pas qu'à chercher. Donc, comme ils aiment toujours le parapluie américain et que les Américains ont dit, bah, ça va être autour de l'Ukraine ce tour-ci, vous les attendez pas parler. Bien évidemment, dans les semaines qui viennent, vous allez attendre Macron et tout ça, si jamais la situation s'apaise, venir encore rouvrir leur bouche. Mais là, on est dans le concret. Vous attendez des initiatives diplomatiques, je ne sais pas quoi, on a pu appeler Vladimir Poutine pour parler ou quoi que ce soit, rien. C'est là que vous constatez quel est le réel poids de l'Union européenne, de Macron, de Stammer et de tous ces gens qui pullulent et qui parlent pour rien dans ce conflit. Eux, ils utilisent ce conflit pour essayer de mettre en place leur emprunt de 800 milliards d'euros qu'ils veulent avoir pour se réarmer. Et on sait bien que cet armement ne servira pas ou ne sera pas suffisant pour s'opposer à la Russie, mais pour aller faire la guerre en Afrique. Parce que c'est là-bas que tout se joue. Et comme les Américains sont déjà en train d'écarter tout le monde au niveau du Congo, eh ben, il faut bien qu'on essaye de garder sa place ou de maintenir sa place là-bas. Comme je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo où le général français il disait qu'un jour, nous serons obligés par nous-mêmes d'aller défendre nos intérêts en Afrique. C'est chez toi. On t'a appelé. Là encore, il a longuement été question d'attaques ukrainiennes cette fois, notamment la mission Toile d'araignée, préparée depuis des mois par les services ukrainiens qui affirment avoir détruit 34% des bombardiers stratégiques russes et causé des dégâts à hauteur de 7 milliards de dollars. Ce sujet a également été abordé. Donald Trump a d'ailleurs répété que les Américains n'en avaient pas été informés à l'avance. Loin de la promesse. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est les Américains n'en ont pas été informés à l'avance. Donc ça veut dire que probablement l'administration Trump, lui, n'a pas été informé. Parce que nous savons que c'est lui qui avait la main sur toutes les opérations avant, c'était l'administration Biden. Parce que l'administration Biden était bien plus pour ce conflit que les Anglais ou autre chose. Donc probablement que dans le transfert qui s'est passé entre Biden et Trump, on n'a pas divulgué ces informations à Trump. Mais les autres savaient. Et quand c'est arrivé, c'est là qu'on a dit à Trump, bon, l'opération a été lancée depuis 18 mois, voilà les résultats. Probablement qu'à l'approche de faire ça, bah, c'est là qu'ils ont divulgué à Trump que ça va arriver. Parce qu'ils ont bien précisé à l'avance. Mais moi, je ne crois pas un mot. Moi, je sais que si c'est à l'avance et que cette opération a été préparée depuis 18 mois, ça veut dire qu'il y a eu même une préparation avant que ça ne commence. Et donc, je suis sûr, quand vous attendez qu'il y avait des réunions mensuelles, c'est que l'administration Biden était plus ou moins de ce qui allait arriver là. Et qu'ils ont cautionné cela. Messe de paix rapide de Donald Trump au moment de son élection. C'est une intensification militaire qui se dessine. Le secrétaire général de l'OTAN appelle... Et surtout, ce qui me font rire, c'est qu'ils font croire que c'est de la faute de Donald Trump s'il n'y a pas de promesse de paix rapide. Ceux qui ont planté les deux premières propositions des Américains aux Ukrainiens, c'est les Européens. C'est les Européens qui ont dit qu'il ne peut pas y avoir de capitulation de l'Ukraine. Macron et tout le reste. Et Kalashkala, je ne sais pas quoi là, de l'Union européenne. C'est eux qui ont dit ça, qu'ils n'accepteront pas que l'Ukraine capitule devant la Russie. Et en ce moment-là, les conditions étaient plus favorables que maintenant. Ensuite, ceux qui ont poussé l'Ukraine à faire ce qu'ils ont fait là, c'est encore eux. Donc ceux qui mettent des bâtons dans le roue, dans le plan de Trump, et qui sont contents de le faire, c'était eux. Et maintenant que c'est en train de tourner en eau de boudin, ça devient, oui, la promesse de Donald Trump, mais il ne va pas faire l'impossible. L'Ukraine, c'est pas chez lui. Et de toute manière, pour faire la paix, c'est pas lui qui décide. Comme beaucoup ont voulu le croire et ont voulu le faire croire, ceux qui suivent ce conflit depuis lors savent déjà que c'était niet pour la paix dans les conditions de Trump. On l'avait déjà dit et je l'ai toujours dit. Et je l'ai toujours dit, l'Ukraine aura la paix en acceptant les conditions de sécurité de la Russie.
Tant que l'Ukraine va continuer avec ses chimères des intérêts européens, elle n'aura pas la paix. Et encore moins après ce qu'elle vient de faire là. Elle, ses partenaires, a des engagements plus forts. Mark Rutte souligne également l'importance de la médiation américaine dans le dossier. Je pense qu'il faut vraiment souligner le fait que le président Trump ait fait sauter le verrou. Parce qu'en janvier de cette année encore, il n'y avait pas de conversation directe entre les États-Unis et la Russie. Et je pense qu'il était important que Trump le fasse. Voilà. Toujours, j'allais dire un mot désobligeant, toujours en train de ramper par terre pour que les États-Unis ne quittent pas la table. Parce que de toute manière, dans les circonstances actuelles, nous avons vu que les États-Unis eux-mêmes déjà se sont retirés de la table. Désormais, ils ont poussé l'Ukraine à être face à la Russie pour que l'Ukraine comprenne quelles sont ses possibilités ou ses cartes face à la Russie. Parce que tant qu'il y avait les Américains sur la table, Zelensky pleurait, oui, vous devez mettre la pression pour qu'on négocie plus facilement. Les Américains ont déjà obtenu ce qu'ils voulaient de l'Ukraine. Je vais vous mettre une vidéo pour vous montrer que voilà, les États-Unis ont plus ou moins fait un LBO, une opération financière sur l'Ukraine, et qu'ils savent qu'ils vont se faire de l'argent sur le reste de l'Ukraine, quoi qu'il arrive. Ce banquier de Wall Street vient de réaliser un buyout à balles réelles, un deal historique, un LBO pas comme les autres, un LBO pour racheter l'Ukraine. Son nom, Scott Bessent, le nouveau secrétaire au Trésor de Donald Trump. Autrement dit, le boss de l'économie américaine. Mais Bessent, ce n'est pas un politique, c'est un trader, un pur produit de Wall Street. Ancien bras droit de George Soros, il a piloté des milliards dans des fonds spéculatifs, fait fortune en misant contre les devises et les États, et connaît par cœur le jeu du levier. Sa spécialité ? Le Leveraged Buyout ou LBO, acheter une entreprise avec un minimum de capital propre et un maximum de dette pour maximiser le rendement. Mais là, il ne rachète pas une boîte cotée. Il applique la logique du LBO à un pays entier, un pays en guerre. Côté investisseur, l'Ukraine coche toutes les cases d'un actif en difficulté. Situation financière fragile, une dette publique qui dépasse 80% du PIB, un système bancaire sous perfusion occidentale et une dépendance massive à l'aide étrangère. Instabilité politique, gouvernements successifs, oligarques omniprésents et influence étrangère croissante. Mais des actifs très attractifs. Les plus grandes terres agricoles d'Europe, 20% des réserves mondiales de titane, du graphite, du lithium, du gaz et une position géostratégique entre Europe et Russie. En résumé, une entreprise zombie mais assise sur une mine d'or. Et qui finance ce rachat? Pas Goldman Sachs, pas Blackstone, mais le Pentagone. Oui, ce sont les aides militaires, près de tanks, de missiles, de milliards de cash, qui jouent ici le rôle de la dette dans un LBO classique. Des milliards de dollars injectés, non pas pour sauver, mais pour prendre le contrôle stratégique des actifs. Et en parallèle arrivent les gestionnaires d'actifs américains, BlackRock, JP Morgan, Carlyle, Palantir, tous annoncent des fonds de reconstruction. Mais dans leurs documents, on ne parle pas de logement ou d'hôpitaux, on parle de retour sur investissement. Comme dans tout bon LBO, il y a un business plan. Étape 1, stabiliser la cible. Traduction, trouver une paie négociée pour sécuriser l'investissement. Étape 2, restructurer les actifs. Traduction, privatiser les infrastructures, réformer les lois sur la propriété étrangère. Étape 3, optimiser la valorisation. Traduction, extraction massive, production agricole industrielle, concession minière. Étape 4, préparer la revente à l'Europe, au marché financier, à un autre fonds, peu importe, tant que la valo monte. Et pour piloter tout ça, McKinsey rédige les plans de réforme, Palantir gère les données sécurisées, BlackRock structure les produits financiers. C'est un rachat d'entreprise. Sauf que cette fois, l'entreprise, c'est un État souverain. Et comme dans tout bon LBO, ce n'est pas la performance opérationnelle qui compte, c'est la valorisation finale. Sur le papier, l'Ukraine est exsangue. Le compte de résultat est désastreux, mais le bilan est une mine d'or, littéralement. Mais vu depuis New York ou Washington, c'est un joyau sous-évalué. Le deal, l'Ukraine cède une partie de ses ressources, accepte les conditions des créanciers et en échange reçoit les fonds pour se reconstruire. Un earn-out de 50% pour le vendeur. Faire, l'Ukrainien signe un earn-out géant, avec bonus pour les investisseurs et dette garantie par les contribuables occidentaux. Wall Street
vient de réinventer la diplomatie. Un LBO géopolitique, un buy-out à balles réelles. La guerre n'est plus seulement la continuation de la politique par d'autres moyens, c'est devenu de la finance structurée. Si cette vidéo t'a intéressé, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active les notifications pour plus de contenu sur la finance et l'actualité économique. Et donc, ils s'en foutent. C'est fini pour eux. Maintenant que c'est signé, c'est fini pour eux. Et donc, ils n'ont plus intérêt à se mêler de ça. Ils ont obtenu ce qu'ils avaient à obtenir. Et de l'autre côté, ils savent que pour l'avenir, ils ont intérêt à avoir des relations économiques bien sous tout rapport, ou en tout cas stables, avec la Russie. Parce que la Russie, pour le futur, est un acteur important dans la technologie du futur parce que la Russie a tout chez lui. Pétrole, gaz, terres rares, je ne sais pas quoi. La Russie a beaucoup de choses chez lui. Il y a l'Afrique, mais il y a aussi la Russie. Donc les États-Unis, eux, ils sont en train déjà de normaliser leur relation avec la Russie. Ils n'ont plus rien à gagner là-dedans. C'est les Européens qui, concrètement, au niveau des richesses stratégiques, ils n'ont rien. Et donc, il leur reste plus qu'à s'armer pour se battre. Et même en s'armant, ils savent qu'ils n'arriveront pas au niveau ni des Américains, ni des Russes. Et donc, ils ont toujours besoin de rechercher le parapluie, la protection des États-Unis. Voilà pourquoi Rutte, là, il est en train de féliciter Trump et tout ça, là. Tous ces gens-là étaient contre Trump avant qu'il ne soit élu. Aujourd'hui, ils sont tous en train de faire les courbettes devant lui parce que ils sont déjà exclus de la table. Les États-Unis, en se retirant, ne laissent même pas la place qu'on pourrait envisager d'inclure les Européens. Non. Les États-Unis se sont retirés de la table en disant que maintenant, vous allez négocier en face à face. Sous l'égide de la Turquie et avec le soutien de Washington, 2 cycles de négociations ont été menés à Istanbul entre Kiev et Moscou pour parvenir à une trêve, jusqu'à présent sans succès. Voilà. Et on vous a dit que petit à petit, nous étions en train de venir vers la peur de Zelensky. Parce qu'ici, d'abord, on a un léger audio de Peskov qui dit que ce qui s'est passé en Russie ne pouvait être pris que par les autorités ukrainiennes. Et donc, le communiqué de RT France, c'est quoi? La décision de commettre des attentats dans les régions de Koursk et de Bryansk n'aurait pu être prise sans l'implication du plus haut niveau politique en Ukraine, a déclaré Peskov. Et ils impliquent toujours le plus haut niveau politique en Ukraine parce qu'ils savent que le plus haut niveau politique en Ukraine est directement lié au plus haut niveau politique des Occidentaux. Nous le savons tous. Zelensky, il n'a rien pour pouvoir aller vers ce genre de jeu avec la Russie. S'il n'y a personne qui le soutient, il ne peut même pas envisager de jouer comme ça. Il est indéniable qu'on ne peut pas prendre de telles décisions sans recourir au plus haut niveau politique. C'est évident et il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet. Voilà. Mais le plus intéressant, c'est pas ça. Le plus intéressant, c'est que je voulais vous montrer, avant de vous montrer la réaction de Zelensky, c'est ce monsieur-ci là, le monsieur de Trump, qui était pour les négociations en faveur de l'Ukraine. Lui, c'est le seul dans l'administration Trump qui voulait qu'on sauve un peu la peau de l'Ukraine. Et après les récents événements en Russie, écoutez ce qu'ils disent. Et c'est là que vous comprenez pourquoi on va finir avec la réaction de Zelensky et pourquoi les Européens, on les attend plus depuis que c'est arrivé, depuis qu'il y a eu cette succession d'opérations en Russie. Écoutez ce qu'il dit. I'm kind of a born optimist that I hope hopefully we can get to a position because the deaths are horrendous, the violence is horrendous, and you want to kind of cut back on that. And I'm telling you, the risk levels are going way up. I mean, what happened this weekend, people have to understand in the national security space, when you attack an opponent's part of their national survival system, which is their triad, the nuclear triad, that means your risk level goes up because you don't know what the other side's going to do. You're not sure. And that's what they actually did. And when you do that, it's very clear the risk.
Vous avez entendu, quand vous vous attaquez au système nucléaire des autres, vous vous exposez à ce que vous ne savez pas parce que vous ne savez pas quelle sera la riposte. Et il a dit, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, l'Ukraine, en faisant ces attaques, est allée à un niveau où même les États-Unis eux-mêmes ne se sont jamais autorisés à y aller, ouvrant la porte à n'importe quelle riposte de la Russie. Et c'est pour cela que vous attendez que les Européens, ils sont loin. On les attend plus fanfaronnés. Macron, il est là dans son... D'habitude, il rate jamais une occasion d'ouvrir sa bouche sur le conflit ukrainien de là où il est. Mais là, vous l'attendez, rien dire. Levels will go up. And I think that's what we're trying to avoid. We're trying to get to a position where the risk levels will go up so high that this thing will expand. And actually, where we don't want to... Voilà. Et à la lumière de tout ceci, vous comprenez, même il y a aussi, bon, on va rajouter pour faire la totalité, il y a aussi la réaction de Medvedev, qui après les attaques a dit ceci. La tentative de frapper nos aérodromes stratégiques n'est pas seulement un acte terroriste du régime national de Kiev. La preuve tangible, ils ont définitivement perdu la peur, la raison et l'instinct de survie. Tout cela n'est pas sans la participation de ces salauds occidentaux. Ce sont eux qui fournissent aux monstres en t-shirt vert matériel, coordonnées et illusions d'impunité. Mais il est temps de le rappeler à tous. La Russie a la mémoire longue et des mains très précises. La riposte ne sera pas seulement asymétrique, elle sera dévastatrice. Nous savons où se prennent les décisions, où siègent ceux qui pensent pouvoir se battre avec les mains d'autrui. Nous frapperons là où ils s'y attendent le moins. Le temps des formules polies est révolu. Maintenant, place à l'acier, au feu et à l'anéantissement ciblé. Laissez-les prier, même si plus personne ne les aidera. Ni l'OTAN, ni le diable avec une fourchette. Voilà. Et maintenant, vous comprenez pourquoi il y a eu cette publication de Zelensky. Je tiens ici à dire juste que voilà, je ne suis pas très sûr de la date de cette publication de Zelensky, parce que je ne l'ai pas vu dans beaucoup de médias, mais apparemment, ça c'est les déclarations de Zelensky depuis que Trump s'est exprimé. Depuis que Trump a dit qu'ils allaient être frappés, et je pense qu'aussi après que Poutine s'est exprimé, Medvedev s'est exprimé avant, depuis que, maintenant pour les Russes, l'Ukraine est rentrée dans la case terroriste, et qu'on ne peut plus négocier avec eux, vous voyez, le ton de Vladimir Zelensky a changé. C'est passé de « nous voulons un cessez-le-feu, nous allons montrer à la Russie que nous pouvons les atteindre ». C'est plus tout ça. Maintenant, c'est ça. Nous proposons, et je pense que nos partenaires peuvent nous soutenir. Quels partenaires? On n'en attend plus aucun. Les États-Unis ont dit qu'eux, ils ne se mêlent pas de ça, plus ou moins, dans leur comportement. Mais quels partenaires? Avant, quand il disait quelque chose comme ça, Macron et Stamer tweetaient tout de suite après pour dire que nous soutenons. Est-ce que vous les avez attendus soutenir? Il est tout seul. Mais nous proposons aux Russes un cessez-le-feu jusqu'à la rencontre des dirigeants. Ce n'est plus un cessez-le-feu inconditionnel de 1 mois de je ne sais pas quoi, c'est devenu jusqu'à la rencontre des dirigeants. Donc là, il va aller expliquer à Poutine, en fait, ils m'ont menti, en fait. Ils m'ont poussé à t'attaquer. Mais moi, je voulais pas ça. C'est mon opinion personnelle, tant mieux pour toi. Nous sommes prêts à rencontrer immédiatement. Je veux qu'il n'y ait aucune insinuation. Il se rompt, il rampe. C'est comme quand Poutine avait dit que voilà, on va faire une négociation directe à Istanbul. Au début, il a voulu faire semblant, mais dès que Trump a déclaré que l'Ukraine avait intérêt à immédiatement se rapprocher de la Russie pour les négociations, vous aviez vu, tout de suite, il avait réagi en disant « Je serai à Istanbul ». Et j'espère que Trump y sera et j'espère y rencontrer Poutine. Et bien là, c'est pareil. Depuis que Trump a dit que voilà,
nous savons que la Russie va les taper et que le monsieur pro-Ukraine a dit que voilà, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont se prendre dans la gueule. Ah, c'est plus du tout la même chose, hein. До зустрічі одразу хочу, щоб не було будь-яких інсинуацій. Зустріч на Le lieu de la rencontre sera au choix des Russes. Donc là, il laisse toute initiative. Il laisse toute initiative. Il laisse toute initiative. Il comprend que là, c'est la cata. Стамбул, Ватикан. Istanbul, Vatican, la Suisse. La Suisse. La Suisse qui avait exclu la Russie de soi-disant sa conférence sur la paix qui était un fiasco dans lequel la Chine n'était pas venue. Et depuis là, on avait considéré que la Chine n'était plus un pays neutre. Et maintenant, il veut désigner la Suisse comme un pays neutre. Non, je pense que la Suisse, désormais, ne fait plus partie de ces cas-là. La Suisse a choisi son camp. Nous proposons une rencontre à partir de lundi. Et ben, bien sûr. Déjà, la dernière fois, quand il a dit qu'il attendait Poutine, en essayant d'imposer un agenda à Vladimir Poutine, nous avons vu que... ils n'ont rien eu. Alors lui, il dit, nous proposons une rencontre à partir de lundi. Non, tu n'as plus d'initiative. On t'a déjà dit, tu es un terroriste et on va aller au bout. З понеділка в будь-який день. N'importe quel jour. Ми пропонуємо. Voilà. Donc, depuis que Vladimir Poutine a parlé, que je vous ai commenté, que nous avons vu la succession des actes américains et de la parole américaine associée à la parole de Medvedev, de Peskov et de lui-même Vladimir Zelensky, nous comprenons que les Ukrainiens sont passés de l'euphorie des résultats qu'ils avaient obtenus à la peur de ce qui pourrait leur arriver. Tout à l'heure, quand je regardais les infos, puisque je n'ai pas regardé les infos depuis ce matin, nous voyons que les Russes continuent leurs attaques. On désigne ces attaques soi-disant comme étant la vengeance de la Russie. Moi, je ne suis pas sûr. Parce que souvenez-vous, quand il y avait eu les missiles qui étaient tombés, longue portée qui étaient tombés, Oreshnik, c'était ça la vengeance. Et Trump il vient de dire qu'il va y avoir une vengeance qui ne va pas être jolie. Ce qui se passe là, c'est déjà ce qui se passait en Ukraine. Les drones et les missiles, je ne sais pas quelle a été l'ampleur des attaques qui a eu lieu, mais je ne pense pas que ce soit différent ou supérieur à ce qu'on a déjà eu. Parce que Vladimir Poutine, il a précisé qu'ils sont obligés de riposter. Et surtout, souvenez-vous des déclarations de Vladimir Poutine, souvent il dit que nous allons avoir une riposte appropriée. Et donc là, vu que l'attaque ukrainienne était proche de s'en prendre aux intérêts nucléaires russes, je ne pense pas que ça soit une attaque de drone qui soit la vengeance de Poutine. Ils ont déjà commencé à dire la vengeance de Poutine depuis, parce qu'avant ça, quand il y a eu des attaques à Soumy, ils ont dit oui, la Russie se venge. Donc la Russie se venge tous les jours maintenant. Mais maintenant que nous avons fini ça, je voulais qu'on aille sur quelque chose d'important qui avait retenu mon attention et dont j'ai parlé hier. C'était le commentaire de qu'est-ce qui pourrait être la conséquence des attaques ukrainiennes de la part de la Russie par la dame qui fait de la mauvaise propagande ukrainienne de TFA, enfin de LCI, je ne sais plus comment elle s'appelle, la dame noire là, que j'ai commenté hier et que là, je vais être obligé de commenter et peut-être nous finirons en regardant quelles ont été l'ampleur des attaques, soi-disant de la Russie d'hier ou de cette nuit. Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI ce soir. Vladimir Poutine a laissé éclater sa colère après les opérations de sabotage menées sur le territoire russe par Kiev. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce live. Peace out à tous, bon week-end et à la prochaine.